Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement célèbre ses 20 ans d'existence. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est à Kinshasa pour la célébration de cet anniversaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a marqué sa solidarité à la vingtaine d'épouses de chefs d'État du continent présentes à Kinshasa. La Suisse a abrité la 111e session de la Conférence internationale du travail. Ses assises à Genève, marquées par le sommet sur le monde du travail. Une rencontre de haut niveau avec la présence de plusieurs chefs d'État. Ils se sont prononcés sur la nécessité de promouvoir la justice sociale. Dans une autre capitale européenne, le ministre de la Communication et de l'économie numérique est à Paris pour l'édition 2023 de Vivatech. Amadou Koulibaly a signé une convention avec Infranom, fondatrice du comité stratégique de filière des infrastructures numériques. Ce partenariat permettra de soutenir les startups ivoiriennes. Après Kiev, la délégation africaine tentant une médiation se trouve ce samedi en Russie. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est sur place. Une rencontre est prévue avec le président Vladimir Poutine dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Les infrastructures, le développement socio-économique, la paix, le pays est en chantier. Abidjan, les grandes villes et les localités les plus reculées sont aussi concernées. Plus encore, la question des femmes et des jeunes est au cœur de l'action gouvernementale. Elle a donc décidé de documenter tous ces succès notables. Chantons le président Ado, un chef d'État exceptionnel, une œuvre de Oufoué Marie-Emmanuel, l'invité de la page culture. Bonsoir, madame. Monsieur Kolo. Nous vous recevons avec beaucoup de plaisir pour parler de cet ouvrage. Ce sera donc tout à l'heure le temps de voir le tour de l'actualité et on se retrouve. Merci. À tout à l'heure. Donc le tour de l'actualité qui nous emmène tout de suite en RDC à Kinshasa. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement a célébré le 20e anniversaire de sa création. Le premier sommet après une période d'interruption liée à la Covid-19. Pour ces chaleureuses retrouvailles, le président de la République démocratique du Congo a soutenu la vingtaine d'épouses de chefs d'État présentes à Kinshasa, au rang desquelles la Première Dame Dominique Ouattara. Abiba Dambélé Saoué est notre envoyé spécial. Le Palais du Peuple de Kinshasa a accueilli ce samedi matin les festivités marquant le 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Anciennement connue à sa création sous l'appellation de l'OPTAS, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Une nouvelle marque avec de nouveaux défis tels que la lutte contre la pauvreté, les violences basées sur le genre, la promotion de la santé pour tous et l'autonomisation de la femme. Une vingtaine de premières dames, toutes présidentes d'associations et de fondations, ont répondu présentes au sommet de Kinshasa. La vice-présidente de l'OPTAT, Denise Tshisekedi, a remercié ses sœurs, premières dames d'Afrique, et les partenaires de l'organisation, tout en précisant l'objectif commun. La conférence de ce jour est l'occasion unique de dresser en toute franchise le bilan des 2 dernières décennies d'action au bénéfice de la population du continent et de se projeter vers les 20 prochaines années avec beaucoup plus de sérénité, de courage et d'abnégation, avec le sens élevé de l'urgence et de la responsabilité. Cette belle synergie africaine, public, privé et secteur associatif, est un bel exemple de ce que nous pouvons accomplir, nous, Africains, lorsque les volontés et les énergies se conjuguent ensemble autour d'un idéal commun. La présidente de l'OPDAD, la Namibienne Monica Gengos, a fait le bilan de 2 décennies d'action, dont la plus importante reste le plaidoyer des influentes épouses du chef d'État. Pour les 20 prochaines années, les défis demeurent la croissance économique, l'égalité des genres, l'éducation, la santé, la lutte contre les violences et l'autonomisation des femmes. Le président Félix Tshisekedi a apporté son soutien aux premières dames dans leur combat pour un monde plus juste, plus solidaire. Je voudrais rendre hommage à ces dames parce qu'elles font un travail admirable et rendre hommage à cette initiative qui a été prise il y a 20 ans
et que nous avons tous le devoir d'encourager et d'accompagner. 4 panels de haut niveau ont permis à la vingtaine d'épouses de chefs d'État et anciennes premières dames de présenter leurs actions et initiatives pour leur combat commun au service des populations. La première dame de Côte d'Ivoire s'est illustrée par la qualité de son intervention, l'une des plus appréciées. Dominique Ouattara a dévoilé le programme ambitieux de sa fondation au service des plus démunis. Nous intervenons dans plusieurs secteurs d'activité, essentiellement la santé, l'éducation, la lutte contre le travail des enfants et l'autonomisation des femmes. Dans le secteur de la santé, nous avons construit en 2018 l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Cet établissement de santé de niveau international à but non lucratif est dédié à la mère et à l'enfant et il est équipé d'un matériel de dernière génération. L'hôpital offre des soins de santé de qualité et reçoit des patients venant de toute la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique subsaharienne. 25% des patients de l'hôpital sont soignés gratuitement pour aider les personnes défavorisées. Chaque année, nous équipons également plusieurs centres de santé à travers le pays. Nous organisons aussi des caravanes ophtalmologiques et des campagnes de vaccination au profit de milliers d'enfants. Mon engagement en faveur de la santé des populations m'a valu en 2014 d'être nommé ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Nous avons construit 2 établissements scolaires, un lycée dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans une région où les jeunes filles étaient à l'époque peu scolarisées. Et le second, le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo, dans un quartier défavorisé d'Abidjan, où les enfants sont admis sur des critères de bons résultats et complètement pris en charge par la fondation Children of Africa. Je suis également très engagée dans la lutte contre le travail des enfants, dans tous les secteurs d'activité, notamment la cacaoculture, qui est la première source de revenus de la Côte d'Ivoire. En 2018, notre cacao était sérieusement menacé d'embargo par la communauté internationale à cause du travail des enfants dans ce secteur. Nos actions ont permis de réduire significativement ce fléau. Elle a présenté son grand projet pour l'autonomisation des femmes, le FAFSI. Nous avons créé le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire afin de financer les activités génératrices de revenus de nos sœurs. Ce fonds de microcrédit bénéficie à plus de 350 000 femmes en bientôt 10 ans d'existence, ce qui permet à plus de 2 millions de personnes de sortir de la pauvreté. Un dîner gala de levée de fonds avec la participation de tous les partenaires de l'OPDAT est prévu dans la soirée au Palais du Peuple. Et on reste justement en RDC. La première dame, Dominique Ouattara, a répondu à l'invitation au dîner gala organisé par Denise Tshisekedi, première dame de la RDC et vice-présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Les premières dames du continent et une centaine d'invités de marque étaient conviés à la soirée au palais présidentiel. Un gala ponctué de prestations musicales et d'un grand défilé de mode. Hors du continent, en Suisse, Genève a abrité la 111e session de la Conférence internationale du travail. Ces assises ont été marquées par le sommet sur le monde du travail, une rencontre de haut niveau avec la présence de plusieurs chefs d'État. Ils se sont prononcés sur la nécessité de promouvoir la justice sociale. Le ministre Adama Kamara prend part à la rencontre. Serge Koléa, Ulrika Dongon, sur place à Genève. La justice sociale pour tous, c'est le thème du sommet sur le monde du travail de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Des chefs d'État ont participé à cette rencontre. Comment faire progresser la justice sociale dans le monde? La problématique centrale de cette tribune a été posée par Gilbert Oungbo, le directeur général du BIT. Nous sommes réunis pour répondre à un appel crucial. Un appel en faveur de la justice
sociale. La justice sociale rime avec respect des droits humains. Aucune liberté n'est possible sans politique sociale éclairée. Les différents chefs d'État sont unanimes pour un monde plus juste. Des panels de haut niveau ont été animés durant ces 2 jours de sommet. Représentant le chef de l'État, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, maître Adama Kamara, a rappelé l'engagement ferme du président Alassane Ouattara à promouvoir la justice sociale dans son programme de gouvernement. La solidarité collective et agissante qui permet une distribution juste et équitable des ressources est véritablement au cœur de la politique du président de la République en Côte d'Ivoire. Avec la forte croissance constante réalisée par le président de la République, outre les investissements structurants qui sont réalisés sur toute l'étendue du territoire national, le président de la République a répondu favorablement à l'appel des populations, l'invitant à faire davantage ruisseler la croissance économique vers les couches sociales les plus défavorisées de notre pays. À cet effet, un programme social du gouvernement a été élaboré. La 111e session de la Conférence internationale du travail s'est tenue du 5 au 16 juin à Genève en Suisse. Et de Genève, allons maintenant à Paris. Walter Amadou Ouattara nous attend dans la capitale française. Il se tient là-bas l'édition 2023 de Vivatech. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique vient de signer une convention de partenariat avec Infranom. C'est la confédération fondatrice du comité stratégique de filière des infrastructures numériques. Une signature qui va permettre aux startups ivoiriennes de bénéficier de renforcement des capacités et de visibilité sur le plan international. La première journée pour la délégation ivoirienne à Vivatech 2023 est marquée par la signature de cette convention entre le groupement des opérateurs du secteur des TIC Gothic Côte d'Ivoire et Infranom, qui est la fédération fondatrice du comité stratégique de la filière des infrastructures numériques de la France. Nous sommes dans une logique de co-développement pour bâtir des infrastructures numériques, bien sûr en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région, et puis travailler ensemble. Nous étions très loin dans les classements européens il y a 10 ans. Cette volonté politique adossée à la réponse industrielle a permis à la France de redresser le niveau technologique. Je suis persuadé que le même schéma peut être reproduit en Côte d'Ivoire par les entreprises ivoiriennes elles-mêmes. Pour la partie ivoirienne, ce protocole d'accord va permettre de renforcer la capacité des acteurs qui animent l'écosystème des startups afin de les rendre plus compétitifs. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de beaucoup de choses. Et si on ne se forme pas, vous verrez que d'ici quelques années, notre économie numérique, on ne pourra pas rivaliser avec tout ce qu'il y a comme grand groupe au niveau international. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, place beaucoup d'espoir en cet accord. En matière d'économie numérique, il est important que nous ayons des partages d'expériences et Infranum, qui est l'équivalent du Gothic en Côte d'Ivoire, signe ce partenariat donc avec le Gothic afin donc de pouvoir, mettre en œuvre notre programme de développement des compétences numériques, également bénéficier de tout le réseau dont dispose Infranum. Le Gothic Côte d'Ivoire rassemble plus de 150 entreprises, tandis qu'Infranum compte 220 membres industriels représentatifs de l'ensemble de la chaîne de valeur des infrastructures numériques en France. Et retour sur le continent au Niger, la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'UMOA s'est achevée hier vendredi à Niamey. La loi uniforme sur la réglementation bancaire a été adoptée. Le président de la République du Niger, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, a présenté sa feuille de route. Les précisions de notre envoyé spécial à Niamey, Michel Digré. À l'entame des travaux, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Brou, invite le directeur des affaires juridiques et institutionnelles Vincent Sedalo à prononcer les propos introductifs. Après quoi, c'est le président du Conseil des ministres, Adama Koulibaly, qui ouvre cette 23e session. Au bout de 6 heures de travaux, plusieurs textes sont adoptés, notamment le projet de règlement portant code minier communautaire de l'UMOA. C'est un texte important qui va permettre de régir maintenant avec donc les partenaires la gestion en fait, de l'exploitation minière au niveau de la sous-région.
Nous avons également adopté une directive relative à la dématérialisation des procédures et des modalités de fonctionnement en fait de tout ce qui est, disons, procédure douanière et marché liés au commerce international. Au titre de la BCEAO, le projet de loi uniforme portant réglementation bancaire dans l'UEMOA a été également adopté. Avec l'adoption de ce nouveau texte, nous allons pouvoir dans la sous-région approfondir véritablement notre secteur financier et le rendre dynamique et lui permettre d'intégrer en fait tout ce qui est développement nouveau, notamment la fintech et autres. À la suite des travaux de cette session, Mohamed Bazoum, président du Niger et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a indiqué ses priorités pour son mandat. Je tiens à saluer les résultats obtenus par M. le Président Alassane Ouattara, président du comité de haut niveau sur le financement de l'économie. Sous sa clairvoyance, la zone UEMOA a enregistré un triplement du montant de crédit à l'économie. Toutefois, le financement pérenne de notre Union doit demeurer au cœur de nos priorités. Mohamed Bazoum peut compter sur le Conseil des ministres pour mener à bien sa feuille de route. Je voudrais vous exhorter chacun des responsables des institutions ici présents à ne ménager aucun effort pour assurer l'exécution diligente des actions qui lui incombent afin de réaliser les projets phares de l'Union et assurer la réussite totale de votre mandat. C'est le 5 décembre 2022 que les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont désigné Mohamed Bazoum à la tête de la conférence. Parlons maintenant de développement ici en Côte d'Ivoire. Faire du PND 2021-2025 une affaire de tous. Voilà qui conduit le gouvernement à installer des comités de suivi dans les 14 districts autonomes du pays. Ces comités auront pour mission de suivre et évaluer au niveau local les projets exécutés. La ministre du Plan et du Développement était récemment à Delaware pour l'installation du comité Sassandra Marawi. Mahama Traoré. La ministre du Plan et du Développement remet une feuille de route au ministre-gouverneur du district autonome Sassandra Marawi pour mener à bien la mission de suivi et évaluation assignée à son institution dans le cadre de l'exécution du Plan national de développement PND 2021-2025. Il en sera ainsi pour les 13 autres districts autonomes. Ils ont désormais un rôle clé dans la réussite du PND 2021-2025. La balle est dans notre camp. C'est à nous d'éprouver que le président de la République et le gouvernement n'ont pas eu tort de placer leur confiance en nous. Plus aucun projet dans lequel l'État aura mis les moyens nécessaires ne doit rester inachevé. La planification stratégique instaurée avec le PND est fondée sur une méthode de gouvernance scientifique et technique qui n'est pas à la portée donc de tous. Or, il est de notoriété que l'adhésion des populations est déterminante pour le succès des politiques publiques. L'installation des comités de district de suivi est l'innovation du plan quinquennal de développement 2021-2025, le troisième du genre. La forte attente du chef de l'État est de voir une accélération des réalisations concrètes de ce plan. C'est pourquoi il nous engage tous, sans exception, à l'action, afin de faire de la participation citoyenne au développement un véritable projet de société destiné à donner plus d'efficacité et plus de visibilité à l'action gouvernementale. Pour le district autonome Sassandra Marawi, le PND 2021-2025 prévoit entre autres la construction d'un lycée d'excellence et le bitumage de plusieurs axes routiers. Et ici à Abidjan, le ministre des Eaux et Forêts rassure les associations de femmes de Makori. Laurent Tchagba a annoncé la mise en place de fonds d'aide pour ces 12 associations féminines. Le candidat du RHDP à l'élection municipale a rencontré ces femmes qui ont exprimé leurs besoins en matière d'accompagnement pour accroître leurs activités. Frédéric Oulaï, Jean-Marc Djadji. À Makori, la mobilisation des femmes en faveur du candidat RHDP, Laurent Tchagba, ne faiblit pas. 12 associations féminines sont allées à sa rencontre. Temps reparti, 2 minutes à chacune des associations pour égrener leur chapelet de doléances. Les préoccupations les unes les autres sont les mêmes.
parvenir à l'autonomisation et au bien-être. On s'est mobilisé pour venir dire au ministre que nous sommes avec lui. Nous serons avec lui. On fera tout. Nous serons même des porte-paroles pour rentrer dans toutes les cours. Partout où nous pouvons mettre les pieds, on ira parler de Tchagba. Parce que Tchagba, il est venu, s'il vient à Makori, nous savons que les associations auront leur place. Recevant ces femmes de Marcory, le ministre Laurent Tchagba a promis contribuer à leur autonomisation. La femme, c'est la fidélité. La femme, c'est l'amour. La femme, c'est vraiment l'engagement, sans calcul. Donc, j'ai demandé à rencontrer les femmes et à leur confier ma candidature. Et je sais que leurs qualités feront de moi le maire demain. Avec les femmes, nous, on ne fait pas la politique. Mais on est concret, on est des hommes de parole. Cette rencontre fait suite aux échanges tenus la veille avec le peuple baoulé dans la commune de Marcory. Dans le nord du pays, l'hôpital général de Ouangolo est doté d'une ambulance par le l'État ministre de la Défense. La remise de ce matériel s'est déroulée en présence des autorités locales et chefs traditionnels. Le député Traoré Drissa annonce d'autres équipements biomédicaux pour permettre à la formation sanitaire de bien fonctionner. Charles Tatou. Une ambulance flambant neuve et du matériel médical. Ces équipements biomédicaux répondent aux besoins exprimés par le directeur de l'hôpital général de Ouangolo. Des doléances auprès des élus et cadres du Kyologo, avec à leur tête le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional de la dite région. Des élus engagés pour le développement de leur région qui n'hésitent pas à répondre positivement selon le premier responsable de la formation sanitaire bénéficiaire. Fofana Mameri invite à cette occasion les populations à fréquenter leur hôpital sans attendre l'aggravation des maladies contractées. À se vacciner contre la Covid, à venir effectivement avec la carte CMU à l'hôpital de Ouangolo, ça passe effectivement, à exhorter les femmes à venir à l'hôpital donc dès les premiers signes de grossesse et puis venir avec les enfants pour les vaccinations. Le député Traoré Drissa et le premier vice-président du conseil régional du Kyologo, eux, rassurent le personnel quant à la poursuite des actions en faveur de l'équipement complet de leur formation sanitaire. Au nom de la population, c'est juste traduire notre profonde gratitude au donateur qui est le ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Kyologo, qui vient de nous prouver une fois de plus encore que le premier souci d'un élu doit être le bien-être de sa population. Nous sommes aussi lancés dans un processus de réalisation d'infrastructures au niveau de l'hôpital de Ouangolo-Dougou. Il s'agit effectivement du centre pédiatrique qui est en construction. Nous en avons profité pour inaugurer le cabinet dentaire. Et à la demande des populations, une demande assez importante, c'est la question du bloc opératoire. Une visite guidée à la maternité, suivie des dons de berceaux aux femmes, a marqué la fin de la cérémonie. La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants a été célébrée le 12 juin dernier à Bengourou. Cette célébration appelle à une justice sociale pour tous, une occasion pour les participants de faire des plaidoyers en vue d'engager l'ensemble de la population dans cette lutte. Herman Yamien. Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Une opportunité offerte à tous les acteurs impliqués dans cette lutte d'engager la sensibilisation tous les 12 juin de chaque année. Le domaine agricole concentre à lui seul 71% de ses enfants qui sont employés dans les champs et plantations, travaillent de longues heures, portent des charges inadaptées à leur corpulence. Il est aussi crucial de ne pas traiter le travail des enfants séparément, mais d'avoir une approche plus holistique, prenant en considération le producteur, sa famille, sa communauté, sa plantation. À Bengourou, tous étaient présents, autorités administratives, politiques, acteurs du monde rural, responsables des sociétés coopératives, partenaires au développement. Tous étaient unanimes. Et je cite, « La place des enfants, c'est à l'école et non dans les champs ». Fin de citation. Nous devons tous faire en sorte de protéger notre activité, nos familles, tout en prenant soin des tout-petits, de nos enfants, car les places se trouvent à l'école. Le Conseil d'Afrique est aux côtés de SAMU et de tous les autres intervenants dans la
la lutte contre le travail des enfants. Les enfants, par ma voix, vous disent un grand merci pour avoir accordé un point d'honneur à cette journée qui nous a à la fois égayés et instruits. Des prestations artistiques, des mises en scène, des danses orchestrées par ces tout-petits ont meublé cette journée dédiée à la lutte contre le travail des enfants. Des rencontres d'échange entre responsables des sociétés coopératives et leurs partenaires étaient également au menu de ces rendez-vous. Les enfants sont repartis heureux de se sentir magnifiés par leurs parents. Dans l'actualité politique à Port-Bouët, le candidat du RHDP pour l'élection municipale est présenté aux populations. C'est Ibrahim Konaté qui défendra les couleurs de ce parti. Des détails avec Ahmed Traoré et Eric Goré. À Port-Bouët, c'est Ibrahim Konaté qui a été choisi par son parti, le RHDP, pour les municipales. Il est présenté officiellement aux populations par Epiphane Zorobi Balo. Il devra réunir autour de lui le maximum de militants et sympathisants pour remporter les échéances. Le candidat RHDP au municipal déroule son programme et ses projets pour le bonheur des populations de Port-Bouët. Nous allons développer Port-Bouët parce que le problème crucial de Port-Bouët, c'est l'assainissement. Je suis un expert en assainissement, c'est tout à fait normal que je vais m'attaquer à ça. Et les infrastructures, comme le président le fait, nous allons faire de façon locale. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'éducation et à la santé et bien d'autres choses. Le chef de mission Epiphane Zorobi Balo profite pour sensibiliser à la paix et à la cohésion sociale. Pour lui, ces élections sont un enjeu majeur pour le bonheur des populations de Port-Bouët. Au nom du président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, au nom du président du directoire, j'ai l'honneur de vous présenter la personnalité qui va apporter la victoire au RHDP au soir du 2 septembre. Il a bénéficié de la confiance de ses pairs, des militants du RHDP, en étant élu secrétaire départemental du RHDP. Vous avez bien deviné de qui je parlais, Ibrahim Konaté. À Port-Bouët, ce sont 101 secrétaires de session, 15 secrétaires de zone, prêts pour la victoire du RHDP. Et c'est la mobilisation à Yopougon pour Adama Bictogo. La coalition des leaders politiques et de la société civile de la commune a rendu hommage au président de la République, Porzier Daouda Coulibaly Perolignan, président d'honneur de cette coalition. Cette journée initiée pour témoigner de l'impact de toutes les actions de développement initiées ces dernières années en faveur des populations. Ahmed Traoré, Eric Goré. La coalition des leaders des partis politiques, mouvements et associations pour la victoire de Adama Bictogo à Yopougon s'active. Le seul objectif est de faire gagner le candidat Adama Bictogo à Yopougon au soir du scrutin du 2 septembre prochain. Selon Daouda Zié, cette association soutient la politique de développement du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est une journée d'hommage et de remerciement. Pour dire merci au président Alassane Ouattara qui a choisi M. Bictogo comme notre candidat. Et en même temps mettre en mission. Ce que vous venez de voir, c'est un échantillon de notre engagement et de ce que nous sommes prêts à faire pour nous déployer sur le terrain afin de faire un travail de proximité pour assurer la victoire du RHDP et assurer la victoire de M. Bictogo. Nous tenons à mettre en mission toutes nos associations pour faire un travail de porte-à-porte. À partir d'aujourd'hui, c'est un travail de proximité qui commence. Nous allons envahir le terrain jusqu'au soir du 2 pour apporter la victoire du RHDP et faire de Yopougon le bastion du RHDP. Mise en place le 18 mars dernier, la coalition des leaders des partis politiques, mouvements et associations pour la victoire d'Adama Bictogo à Yopougon ambitionne de faire une politique de proximité dans la commune de Yopougon. Elle ambitionne de sillonner tous les quartiers de la commune pour lancer son message. Et le RHDP se prépare justement pour ces élections du 2 septembre. Le parti a procédé au lancement de ces sessions de formation. Le secrétaire exécutif adjoint et chargé de la formation et de l'Institut politique, Justin Kofi, veut donner les outils aux formateurs sur le processus électoral. Angela Diallo, Mahama Traoré.
La maîtrise du processus électoral pour le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDPI, c'est l'une des clés de la victoire au scrutin des municipales du 2 septembre prochain, d'où ces sessions de formation. Les militants ont besoin de formation pour éviter les indisciplines qu'on constate un peu partout. C'est une nécessité qu'on mette l'accent sur la formation de nos militants. Cette formation en présentiel et en visioconférence va porter sur 4 modules essentiels, à savoir les bases du leadership politique, le management des équipes de campagne, la gestion des opérations électorales et les outils d'influence de communication. Le secrétariat exécutif adjoint en charge de la formation et l'Institut politique réunit tous les formateurs, 350, dans tous les départements politiques, vont couvrir les 201 communes et les 31 régions en compétition. Donc nous les réunissons ici pour leur donner des outils ponctuels, un coaching accéléré en vue de la victoire du RHDP à ces élections. Cette initiative est louée par le représentant du secrétaire exécutif du RHDP. Le RHDP veut consolider sa place de parti leader en remportant le maximum de communes et le maximum de conseils régionaux. Et cela passe également par la formation de l'ensemble des structures du parti et du personnel électoral. Donc nous aurons avec les formateurs des séances de formation et ces formateurs vont répercuter ces formations sur nos représentants dans les bureaux de vote. Ces sessions concernent les responsables des formations des départements politiques du RHDP qui seront les futurs coachs des équipes de campagne. Après eux, une formation sera dédiée au personnel électoral du parti. En sport éliminatoire CAN 2024, la Côte d'Ivoire perd face à la Zambie lors de la 5e journée. Les Chipolo ont dominé les éléphants 3-0. D'abord un but de Serge Aurier contre son camp. Patson Daka et Kings Kangoua se sont invités à la fête zambienne. La pression était très forte sur les éléphants. Les hommes de Gassé n'ont pas pu trouver la faille cet après-midi en Zambie au stade Mwanawasa. Après ces 3 points, les Chipolo reprennent la tête du groupe H et se qualifient pour les phases finales. La compétition se tient ici en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Dans le reste de l'actualité, après Kiev, la délégation africaine tentant une médiation se trouve ce samedi en Russie. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est sur place. Une rencontre est prévue avec Vladimir Poutine dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Cette mission veut obtenir un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev et surtout une éventuelle garantie de la part du président russe sur la prolongation de l'accord céréalier, des exportations de grains et d'engrais ukrainiens, un accord évidemment vital pour le continent africain. Et voici la page consacrée à la culture. Le musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo a récemment abrité une exposition d'œuvres d'art intitulée Afro-futuriste. Initiée par les jeunes talents, ce vernissage est une confrontation entre le digital et les traditions africaines. Cet événement est aussi un hommage à Adama Toungara, le médiateur de la République. Serge Pakom Didi Seforazeki. Digital et tradition africaine au musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo. Cela à l'occasion du vernissage afro-futuriste. Des créations constituées de masques, d'œuvres conceptuelles numériques, visualisation 3D, une confrontation entre un monde digital internationalisé et les traditions africaines fortes. Un choc de culture ou encore culture choc conçu par de jeunes créateurs. L'afro-futurisme, c'est un concept qui permet aux Africains de s'imaginer dans le futur, en fait. Et ma manière à moi de concevoir ce concept-là, en fait, à travers mes œuvres, c'est de réinventer les masses africaines. J'ai présenté de la réalité virtuelle, j'ai présenté du digital painting. Je me dis que c'est une transition entre la culture ancestrale et la culture futuriste. Mon œuvre que j'ai présentée est une série d'animations en 3D qui s'appelle Vision du futur. Et donc, dedans, j'explore spéculativement à quoi ressemblera le futur. Porté par Cheikh Ahmed, jeune entrepreneur culturel, cet événement est aussi un hommage à Adama Toungara, honorant ainsi par l'art le médiateur de la République qui fête son 80e anniversaire. Ils m'ont rendu hommage, mais il faut aussi rendre hommage au président de la République, auquel je me suis confié
quand j'ai eu l'idée de construire le musée, qui m'a encouragé. En concevant ce musée, j'ai pensé que ça contribuerait à élever le niveau d'éducation culturelle de la jeunesse. Et c'est ce que je viens de voir. Mode, chorégraphie, danse, chant, l'art dans toute sa diversité s'est donné rendez-vous pour marquer cette rencontre culturelle entre digitalisation et africanité. Nous retrouvons l'invité de la page culture, Madame Oufoué, Marie-Emmanuelle. Elle est auteure de l'œuvre Chantons le président Ado, un chef d'État exceptionnel. Nous vous retrouvons donc avec beaucoup de plaisir. Alors pourquoi avoir décidé de publier cet ouvrage? Disons, pourquoi vous avez décidé de chanter le président Ado? Merci, M. Kolo. Ce livre est un livre hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ce livre rend également honneur à tous les acteurs de l'État qui se mettent au service du peuple. Ce livre révèle les bienfaits du président à travers toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il établit un bilan positif de l'action gouvernementale. En un mot, ce livre analyse la vie politique, sociale, économique de notre pays, cette vie qui s'avère fructueuse. Et justement, l'auteur que vous êtes, oui, vous parlez de tous ces succès sur, oui, tous les plans, la politique, les infrastructures, l'économie, le social et surtout ce leadership exceptionnel. Si vous devez retenir juste une ou deux choses sur ces différentes questions, ce serait par exemple quoi? Ça sera par exemple l'action menée en faveur de la jeunesse. Cette année a été décrétée l'année de la jeunesse. La jeunesse est une priorité pour le président de la République. Il faut dire qu'une jeunesse cultivée, une jeunesse instruite, une jeunesse consciente est une élite pour demain. La jeunesse constitue un réservoir de talent, d'énergie, de valeur à exploiter. Et aujourd'hui, il y a un programme, le PJGouv par exemple, qui est mis en œuvre. Est-ce que vous pensez par exemple que les jeunes saisissent justement toutes ces opportunités d'insertion socio-professionnelle? À mon sens, les jeunes devaient s'approprier tous ces outils mis en place en leur faveur, en leur honneur. Les jeunes ne devaient pas prendre le pied sur les bords de la Méditerranée. Les jeunes ne devaient pas chercher à prendre le large pour gagner l'Europe à travers la mer agitée de manière hasardeuse. Les jeunes devaient s'approprier tous ces outils. Les jeunes devaient saisir la main secourable que leur tend leur chef d'État. Justement, on va en reparler tout à l'heure. Juste regarder cet élément de Serge Pacom Didi et on se retrouve. Merci, monsieur. Chantons le président Ado, un chef d'État exceptionnel. C'est une œuvre littéraire hommage au président Alassane Ouattara, écrite par l'auteure ivoirienne Marie-Emmanuelle Oufoué. Cette œuvre revient sur les actions gouvernementales du président de la République, des actions centrées sur la mise en œuvre d'infrastructures routières, administratives, scolaires et universitaires, entre autres. Ces efforts consentis pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale et ses actions en faveur de la paix et la cohésion sociale. Chantons le président Ado, un chef d'État exceptionnel. Cette production littéraire de 74 pages est constituée de plusieurs parties. Les redistributions des fruits de la croissance sociale et économique, les grands esprits de l'État, des exemples pertinents de vie, l'année de la jeunesse. Chantons le président Ado, un chef d'État exceptionnel. C'est aussi des clins d'œil au vice-président Tiemoko Meïleit Koné, aux membres du gouvernement ivoirien, à sa tête le premier ministre Patrick Hachi et au président d'institution. Enseignante, ancienne étudiante à l'université de Bouaké, Marie-Emmanuelle Oufoué est auteure de plusieurs œuvres, dont Éloge du président Ado, fruit de la formation continue, les secrets pour réussir à l'école et vaincre le chômage, et Chantons le président Ado, chef d'État exceptionnel. On a parlé des opportunités pour les jeunes tout à l'heure, mais les femmes ne sont pas évidemment en reste. Il y a aussi des opportunités en termes de formation, d'autonomisation et surtout de fonds mis à disposition. Comment vous voyez le rôle aujourd'hui? Vous percevez toutes ces initiatives en faveur des femmes qu'on appelle évidemment à jouer un rôle plus important dans le développement du pays? Merci M. Kolo. Les femmes, à l'origine, avaient pour vocation de donner la vie. Aujourd'hui, des femmes battantes, des femmes talentueuses, des femmes dynamiques se mettent en phase avec les actions gouvernementales. Les femmes, aujourd'hui, participent à différents challenges. Les femmes occupent des postes de responsabilité. Aujourd'hui, les femmes, par ma voix, rendent hommage au président de la République pour la mise en œuvre effective
de l'approche intégrée du genre, pour l'inclusion du genre, pour la promotion du genre féminin en Côte d'Ivoire. Vous parlez aussi surtout du président de la République, le président de la République en Côte d'Ivoire, mais surtout de ce leader africain dont les actions, évidemment, sont ressenties hors du continent. Sur ce leadership exceptionnel, justement le titre de cet ouvrage, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci, M. Kolo. Il faut dire que le leadership du président Alassane se décline en plusieurs volets. Premier aspect, les échanges diplomatiques que le président a, tant avec les pays de la sous-région que les pays développés. Il y a aussi la coopération économique qui développe avec les pays développés. La participation de notre pays à plusieurs échanges, à plusieurs sommets de haut niveau, à plusieurs conférences de haut niveau. Les responsables de nos institutions ont porté la voix du continent, ont porté la voix de notre pays à plusieurs tribunes d'échange de haut niveau pour fixer des perspectives, des opportunités d'investissement dans notre pays. Voilà. On peut aussi, en termes de leadership, nous pouvons aussi évoquer l'élection de notre pays comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est un acquis diplomatique fort. Et le pays qui continue justement de partager son expérience de maintien de la paix dans les missions de l'ONU. Est-ce que cet ouvrage est déjà disponible? Oui, l'ouvrage est déjà paru. Dans le courant de ce mois, il sera dans presque toutes les librairies. Voilà. Je constate que vous avez touché à presque tous les domaines, mais le sport a été un peu peut-être omis. Je n'ai pas vu le succès au niveau de la CAN, je n'ai pas vu les succès de nos athlètes, Ruth Gabi, Cheikh Cissé, qui d'ailleurs vient d'avoir un autre titre mondial. C'est peut-être pour la prochaine édition? Oui, bien sûr. Oui, je suis en train d'écrire un nouveau livre qui a pour titre « La Côte d'Ivoire solidaire sous les ados ». Et dans ce livre seront développés tous ces thèmes. Et dans cette Côte d'Ivoire solidaire, évidemment, il n'y a pas que Abidjan et ses grands ouvrages. Dans cet ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui, les villes de l'intérieur du pays, les localités même les plus reculées, bénéficient justement de toutes ces infrastructures et du développement aussi. Oui, bien sûr. Il faut dire que ce qui a motivé la conception de ce livre en l'honneur du président, c'est le caractère inclusif de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, nous constatons que les infrastructures ne sont pas établies seulement à Mama, à Daoukro, à Kong, mais dans toutes les villes, dans tous les hameaux, dans tous les villages. Voilà, et c'est cela qui m'a plus motivée. D'accord. Merci beaucoup, Madame Oufouette-Marie Emmanuel, invitée de la page Culture. On vous a reçu avec beaucoup de plaisir pour parler de votre ouvrage, Chantons le président Ador, un chef d'État exceptionnel. Et vous l'avez dit, cet ouvrage est disponible. Merci. Merci, monsieur. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que la sagesse des êtres se mesure par le niveau de patience. De voulant, on se retrouve demain.